Écoutez, bonjour à tous. Je suis Guillaume Lambert, je suis le préfet, je travaille au ministère de l'Intérieur et je suis responsable du programme Réseau Radio du Futur. C'est un vrai plaisir aujourd'hui de participer à Secours Expo. Alors cette année en mode virtuel, compte tenu des circonstances sanitaires que nous connaissons tous. Et les organisateurs nous ont proposé de venir vous parler du Réseau Radio du Futur pour dialoguer avec vous et vous présenter la solution qui est en phase de lancement opérationnel. Je vais y revenir. Vous donner à comprendre ce qu'elle va vous apporter, comprendre l'architecture du système, ses fonctionnalités assez innovantes. Et pour cela, je vais m'appuyer sur cette petite présentation que vous pourrez naturellement suivre en ligne et au travers de 10 à 20 diapos, vous donner l'essentiel de ce grand programme. Donc le réseau Radio du Futur, c'est un système complet de communication mobile haut débit au service des acteurs de la sécurité et du secours. Donc la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est vous donner à comprendre ce qu'on a aujourd'hui et ce que le réseau Radio du Futur apportera demain. Alors demain, c'est à l'horizon 2023, puisque notre premier jalon opérationnel dans l'ouverture des services de communication critiques du RRF, c'est à partir du premier semestre 2023. Donc ce programme, c'est un programme décidé au plus haut niveau de l'État, puisque le président de la République en a acté le lancement en 2017. Et ici, on rappelle un des éléments de son discours prononcé à l'Élysée en octobre 2017. Très clairement, le but du programme Réseau Radio du Futur, c'est de remplacer des moyens radio aujourd'hui utilisés par les acteurs du secours, qui sont de deux types. On a d'une part des moyens radio bas débit fondés sur la technologie Tétrapol. Le réseau Tétrapol, aussi connu sous le nom d'INPT ou d'Antares, parmi les acteurs du secours, est un réseau régalien lancé au début des années 90, diffusé dans le monde des secours dans les années 2000, et qui est fondé sur une technologie pré-GSM et plus ou moins équivalente à la 2G, qui permet essentiellement des échanges vocaux avec une couverture qui est relativement limitée dans la mesure où l'ensemble finalement de la couverture spatiale de ce réseau a été à la charge de l'État et s'est fait au fur et à mesure sur plusieurs années. Aujourd'hui, naturellement, on vit à l'heure du smartphone et cette technologie lancée dans les années 90, elle atteint ses limites au plan fonctionnel et c'est pour ça qu'on va le voir ensemble, il y a besoin de songer à son remplacement. Par ailleurs, la plupart des acteurs du secours ont aujourd'hui, à côté du poste Antares, souvent un smartphone professionnel ou personnel pour leur permettre de compléter les usages opérationnels de cette radio par des usages permis par le smartphone. Le smartphone, c'est bien sûr des services de téléphonie haut débit, mais c'est aussi des services d'échange de données, d'accès IP, avec la couverture en général d'un opérateur. Donc aujourd'hui, c'est ce que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, que vous soyez dans un service départemental d'incendie et de secours, dans un SAMU ou un SMUR, ou dans une association agréée de sécurité civile. Vous êtes doté soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux outils. Très clairement, le RRF, le réseau radio du futur, va apporter une solution de communication qui va permettre de fusionner les deux terminaux en un seul. Alors, le RRF, c'est un changement de paradigme assez important par rapport à la solution INPT d'Antares, puisque là où on avait un réseau propriété de l'État entièrement, on va passer au travers du RRF dans une solution dite hybride qui va s'appuyer sur les réseaux des opérateurs de réseaux mobiles commerciaux français pour utiliser leur couverture 4G. Le choix qui a été fait, ça n'a pas été de rebâtir finalement un autoroute 4G à côté des autoroutes 4G existantes sur l'ensemble du territoire, mais bien de s'appuyer sur ces infrastructures existantes pour en bénéficier immédiatement et puis dès lors qu'elle va évoluer vers la 5G, bénéficier de l'évolutivité de ces réseaux vers le très haut débit mobile dès que les opérateurs pourront l'offrir.
Et donc, c'est un réseau hybride parce qu'on va utiliser les antennes relais des opérateurs, mais on va disposer d'un cœur de réseau en propre qui va gérer les bases d'abonnés et qui va gérer surtout l'exploitation des communications mobiles haut débit en interface avec les équipements réseau des opérateurs. À côté de ça, on va aussi avoir tout un certain nombre de composants applicatifs déployés dans les data centers sécurisés du ministère de l'Intérieur, et notamment ce qu'on appelle les services applicatifs MC. MC, c'est pour mission critique, c'est-à-dire des services applicatifs qui vont permettre des échanges depuis le smartphone dans un mode talkie-walkie qui pourra être vocal ou qui pourrait être en forme de visioconférence, et qui va bénéficier d'une qualité de service différenciée au sein des réseaux des opérateurs commerciaux de réseau mobile. C'est-à-dire qu'en fait, les opérateurs de réseau vont reconnaître un abonné du RRF par sa carte SIM et vont lui accorder une qualité de service particulière pour garantir la continuité des communications et leur fiabilité en tout point du territoire. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et on va y revenir plus tard dans la présentation, de différenciants, notamment les services de priorité et de préemption vont être au cœur de l'offre de services du RRF. À côté de ces services applicatifs MC, qui vont permettre de communiquer les uns avec les autres, on a deux autres services de communication qui seront intégrés dans le terminal, des services classiques de téléphonie, c'est-à-dire les services permettant d'appeler à un numéro de téléphone quel qu'il soit, mais aussi des services SMS, MMS, et puis des services d'accès IP qui permettront d'accéder à Internet ou aux intranets métiers, de charger ces applications métiers sur le téléphone et d'en avoir un usage. Alors, la dernière particularité à commenter du RRF sur cette diapo, c'est qu'on va s'appuyer sur deux opérateurs de réseau qui vont offrir la qualité de service différenciée aux abonnés du RRF. Le but de cette approche, c'est d'avoir un maximum de résilience dans ces communications critiques haut débit. C'est-à-dire que si dans un département, vous avez un manque de couverture d'un opérateur ou une défaillance ponctuelle sur un relais de cet opérateur, vous aurez la possibilité de roamer vers un second opérateur qui va toujours apporter cette qualité de service. Donc un peu comme quand vous faites du roaming à l'international, que vous voyagez en dehors de la France et que vous enregistrez dans le réseau d'un opérateur partenaire de votre opérateur auprès duquel vous êtes abonné. Là, on pourra le faire à l'intérieur du territoire national au travers du RRF. Donc voilà, donc ça c'est la grande image. Maintenant, on va aller beaucoup plus en détail dans ce projet. Alors, ce projet, il est très innovant puisque on fait partie des tout premiers pays au monde à faire migrer les communications opérationnelles des acteurs de la sécurité et du secours vers la technologie 4G LTE. 4G, c'est le terme employé par la normalisation internationale de la téléphonie mobile, quatrième génération de téléphonie mobile. Et aujourd'hui, il y a les 4 autres pays qui ont lancé des approches similaires à celles du RRF. C'est le réseau FirstNet aux États-Unis, qui est un réseau fédéral dédié à la public safety, c'est-à-dire à l'ensemble des acteurs de la sécurité et du secours sur tout le territoire américain. C'est au Royaume-Uni, sous l'autorité du Home Office du ministère de l'Intérieur britannique, le projet ISN, Emergency Services Network. En Finlande, le projet VIRV 2.0, qui se déroule dans le même temps que le RRF. Et en Corée du Sud, le projet SafeNet. Voilà. Et la France, avec le RRF, le réseau radio du futur, est le 5e grand projet d'ampleur national à faire cette transition des moyens radio dits de PMR, de Professional Mobile Radio classiques, plutôt fondés sur les technologies Tetra ou Tétrapol, vers la 4G et le LTE. Donc, si on continue, je vais maintenant détailler pour vous les principales caractéristiques plus en détail de ce service de communication du RRF. Donc, on a vraiment un système complet de communication clé en main qui a été pensé en fait pour les opérationnels de terrain. Le RRF, en fait, on va voir, il a 2 extrémités. Une extrémité en mobilité sur le smartphone ou sur la tablette, et une autre extrémité dans les salles de commandement, dans les salles opérationnelles ou de gestion opérationnelle, pour permettre le dialogue non seulement entre les opérationnels sur le terrain, mais aussi entre le terrain et la salle de commandement. Donc les fonctionnalités que le RRF va apporter, c'est des échanges radio prioritaires, avec une priorité d'accès radio, je vais y revenir, une capacité d'échange de données, puisqu'on est en 4G, donc on est en mode packet switch, donc échange de paquets de données,
Donc, ça permet de projeter véritablement les communications opérationnelles, tactiques à l'ère de la donnée. Des échanges vidéo. Hein, on voit que dans le smartphone, on a toute une série de capteurs intégrés. On a notamment des capteurs vidéo sur les deux faces. Et donc, la possibilité de mobiliser ces capteurs pour enrichir la compréhension de la situation opérationnelle et pouvoir la partager entre les acteurs qui interviennent pour la prise en charge des victimes, pour la lutte contre les incendies, pour les opérations de sécurité, etc. Le terminal, il permettra également un accès à ces applis métiers, aux SI métiers, dès lors qu'on veut accéder à ces bases de données, à ces outils de référence métier, on pourra le faire au travers du terminal en mobilité. C'est notamment, par exemple, si on développe des applis de bilan victime dématérialisé, mais on pourra bien sûr y avoir accès au travers du terminal ou de la tablette RRF et pouvoir les partager au travers de l'outil RRF. Et naturellement, la géolocalisation, puisque les smartphones et les tablettes permettent cette géolocalisation, une géolocalisation donc interactive entre les différents acteurs sur le terrain est extrêmement précise, et naturellement, un partage de ces données de localisation avec les salles de commandement. Alors, c'est clairement un terminal à destination des services opérationnels, donc le terminal est durci, hein, il va avoir un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre de boutons physiques aussi qui vont lui permettre d'être manipulé dans un contexte opérationnel avec des fonctions d'homme-mort, avec un bouton d'appel d'urgence, avec des boutons de talkie-walkie, avec une série de boutons spécifiques. Un applicatif dont on pourra se servir de l'écran aussi dédié et pensé avec une ergonomie dédiée aux acteurs du secours, et puis tout un ensemble d'équipements, d'accessoires, de périphériques qui vont être dans l'offre du RRF, des poires, des portées Bluetooth ou filaires, des casques, des batteries supplémentaires, des harnais, toute une série d'équipements pensés pour différentes configurations et qui vont aller avec cette offre de service RRF. Ce qu'on a essayé de représenter ici en bas de la diapo, c'est précisément cette suite d'accessoires qui permet de faire des opérations main libre, d'avoir vraiment une prise en compte de la dimension missionnelle des acteurs du secours pour faciliter leur communication dans ce contexte opérationnel, c'est-à-dire où on est, en général, on a besoin de ses deux mains, on a besoin de pouvoir se bouger librement, et donc tout le système a été conçu dans cet état d'esprit-là. Alors si je continue à développer du point de vue du maillage, le RRF, il s'adresse à toute la communauté des acteurs de la sécurité du secours. Au cœur de l'ADN de ce projet, il y a l'interopérabilité des communications. La possibilité, naturellement, d'être chacun dans son vertical et de pouvoir d'abord gérer les communications opérationnelles service par service, mais aussi, le cas échéant, dès lors qu'on a à accomplir des missions en interservice ou on est dans une situation de gestion de crise où, par définition, on a besoin de partager de l'information et des communications entre plusieurs acteurs, de pouvoir le faire. Et donc, le RRF, il s'adresse à la communauté des acteurs qu'on appelle, en terminologie anglo-saxonne, des acteurs PPDR, Public Protection and Disaster Relief, les acteurs en charge de la protection des populations et de la gestion des crises, la gestion des catastrophes. Et donc, très clairement, le périmètre, il est interministériel au sein de l'État et même interinstitutionnel au-delà de l'État. Au sein de l'État, quels sont les acteurs visés finalement par l'offre de services RRF? C'est naturellement des unités de la police et de la gendarmerie nationale. Au sein du ministère de l'Intérieur, c'est aussi les services des préfectures et des sous-préfectures. Ce sont les moyens nationaux de la sécurité civile. Et au-delà du ministère de l'Intérieur, ce sont naturellement l'ensemble des collègues du ministère de la Santé dans leur chaîne réponse de santé d'urgence. Donc, on pense au SAMU, on pense au SMUR, on pense au centre hospitalier. Au-delà du ministère de la Santé, c'est aussi le ministère des Armées pour les opérations qu'elle conduit sur le territoire national. On pense naturellement à la force Sentinelle. Mais c'est aussi d'autres acteurs, comme les collègues des douanes, les collègues du ministère de la Justice, et notamment au sein du ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire,
c'est le ministère de la Transition écologique, avec plusieurs services qui pourront accéder au RRF. On pense aux services en charge des infrastructures de transport, services des routes, services des affaires maritimes, services des voies navigables, services de l'aviation civile. Mais ce ministère est un grand ministère, donc on a aussi des polices de l'environnement sous l'égide de l'Agence nationale de la biodiversité ou des services comme la Direction générale de la prévention des risques qui pourront aussi y accéder. Au-delà de l'État, c'est les établissements publics ou des services dépendants de collectivités locales qui pourront accéder à cette offre de services puisqu'ils participent au quotidien à ces missions de secours ou de sécurité. On pense naturellement aux services départementaux d'incendie de secours, mais aussi aux polices municipales. Et en dehors de la sphère publique, eh bien, c'est les grands partenaires, je dirais, de ces services dans les missions du quotidien. On pense notamment aux acteurs du secours comme les associations agréées de sécurité civile qui pourront y accéder de façon à pouvoir interagir lors des missions qu'ils mènent en lien avec les services de l'État, avec ceux-ci. Au-delà de ces associations agréées de sécurité civile, nous visons aussi à pouvoir offrir le service à des opérateurs d'importance vitale, notamment dans le domaine du transport ou de l'énergie, puisque ce sont des acteurs, j'en ai représenté ici quelques-uns, avec lesquels nous entretenons des relations régulières dans le cadre de ces missions. Donc, la notion de sécurité globale ou de continuum de sécurité et de secours est vraiment au cœur du RRF et c'est une interopérabilité riche que l'on vise au travers de cet outil. Si j'en viens donc maintenant à ce qui différencie finalement l'offre d'abonnement du RRF par rapport à une offre d'abonnement auprès d'un opérateur commercial, ce qu'on a essayé de représenter ici, ce qui va distinguer le RRF, c'est véritablement sa dimension de résilience et de sécurité extrêmement forte. Donc, j'ai parlé au tout début de l'intervention de ces notions de priorité et de préemption. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que un abonné du RRF ne doit pas être soumis au risque de congestion des réseaux ou de ralentissement de son trafic de données dès lors qu'il établit des communications opérationnelles qui mettent en jeu la sauvegarde de la vie humaine. Et donc, pour cela, le 3GPP, qui est l'organisme international de normalisation de la téléphonie mobile, a normalisé à partir de la 4e génération, à partir de la 4G, ce qu'on appelle des communications pour mission critique et a défini des ressources techniques permettant aux opérateurs de réseau mobile de différencier la qualité de service au profit des abonnés mission critique par rapport aux autres abonnés. Donc, notamment, ça permet donc de mettre en œuvre ces dispositifs de priorité d'accès radio, c'est-à-dire que quand vous êtes porteur d'un poste RRF, que vous arrivez en proximité d'un relais radio d'un opérateur de téléphonie mobile, donc partenaire du RRF, eh bien, vous allez toujours pouvoir vous enrôler à ce relais radio. Vous ne pouvez pas être rejeté, y compris s'il y a beaucoup de monde connecté, parce que vous avez un événement qui draine une foule importante, vous avez cette priorité d'accès. De même, après, vous allez avoir une capacité de préempter le débit offert par l'opérateur pour avoir un débit constant de vos flux de données. C'est-à-dire que vous avez une grande fiabilisation de vos échanges de données, puisque votre débit, lui, ne fléchira pas, y compris s'il y a beaucoup de monde, finalement, à occuper la bande passante dans les échanges de paquets de données, que ce soit en voie montante ou en voie descendante. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent du gyrophare qu'on a sur les camions de pompiers ou les ambulances, des ambulanciers privés ou du SMUR. Ça permet d'avoir cette priorité parce que la mission est prioritaire. Donc, la mission étant prioritaire, vos communications électroniques doivent l'être aussi. C'est ce qu'apporte le RRF et ça, c'est tout à fait unique. Je dirais, cette différenciation au profit des acteurs PPDR va être un des marqueurs très forts de l'offre de service du réseau radio du futur. Cette priorité préemption, elle va s'appliquer aussi bien à la voix qu'aux data, aux données, qu'aux échanges vidéo. C'est l'ensemble des flux qui vont bénéficier de cette qualité de service qui va permettre du coup de fiabiliser des échanges de données et l'emploi des capteurs opérationnels, notamment lorsqu'on voudra faire du télédiagnostic, des échanges de données à distance,
on aura ce cadre fiable d'usage apporté par le RRF. Au-delà de ces aspects de priorité de préemption, c'est une sécurité et une résilience extrêmement forte que le RRF apporte, notamment par une capacité donc de redondance, d'itinérance nationale, comme on a dit un instant, c'est-à-dire la capacité de passer d'un réseau à l'autre de façon à avoir une couverture constante par les opérateurs de réseau mobile. Cette résilience, on va la renforcer au-delà du roaming national par des couvertures, par des capacités de couverture radio additionnelles, c'est-à-dire soit de façon planifiée. On sait qu'on a tel ou tel grand rassemblement quelque part, tel événement sportif d'ampleur ou tel sommet international pour lequel on a besoin d'une très grande fiabilisation de la couverture, on pourra demander à un opérateur de venir rajouter une station de base déployable pour sécuriser donc la couverture radio d'un site. Mais on pourra aussi le faire de façon réactive au travers d'une offre de véhicules de réponse rapide qui seront des camions 4x4 avec une antenne 4G, une antenne satellitaire et un groupe électrogène qui permettront d'aller sur le terrain apporter de la couverture dans des sites qui peuvent être touchés par des catastrophes et dans lesquels tel ou tel relais fait défaut et il faut apporter une couverture additionnelle. Bon, voilà l'ensemble des dispositifs que nous allons mettre en œuvre pour apporter cette très grande fiabilité. Alors ici, on a représenté sur cette diapo là qui vient de s'afficher la façon dont les mécanismes vont se combiner. La priorité préemption, c'est 3 mécanismes. C'est les ACB, l'Access Class Barring, ça c'est pour l'accès radio à la radio, et donc vous allez être porteur d'une classe différenciante qui va vous permettre d'avoir cette priorité d'accès. C'est ensuite ce qu'on appelle la QoS, la Quality of Service Class Identifier. Alors je suis désolé, tout ça ça vient de la terminologie anglaise parce que ça a été normalisé par le 3GPP. Ça vous permet donc d'être reconnu aussi et de bénéficier d'une qualité de service différenciée dans le traitement de vos flux de données par les équipements réseau de l'opérateur. Et puis c'est l'ARP. L'ARP, c'est ce qui permet ensuite dans le backbone de l'opérateur d'avoir le dégagement d'une voie qui vous permet de rouler à grande vitesse quand les autres usagers, eux, sont ralentis par l'importance du trafic. Voilà, donc c'est vraiment la combinaison technique de ces 3 dispositifs que le RRF va apporter demain à ses abonnés. Si je continue, alors ça c'est des éléments liés donc à la couverture étendue. En effet, il faut comprendre que le RRF, ça sera un cœur de service applicatif, cœur de réseau, service d'application, serveur d'application MCX, service de communication mission critique, un NOC, un Network Operation Center, tout ça déployé dans les data centers du ministère de l'Intérieur. C'est ce qu'on a représenté tout en haut dans les piles du haut. Alors naturellement, tout ça fait l'objet d'une architecture physique redondée, c'est-à-dire on va être sur plusieurs plaques résilientes qui seront répliquées de façon interactive en permanence pour, si on a un site qui tombe, avoir une réplication immédiate et une continuité du service. On est dans ce qu'on appelle des services de très haute disponibilité, des services en fait qui n'ont pas le droit de s'arrêter. Donc ça, c'est cette architecture nationale, elle est prévue je dirais par conception extrêmement résiliente. Quand on descend d'une brique, qu'on passe donc dans les antennes relais, vous avez compris que on a d'une part une approche multi-opérateur, ce qui est une différence énorme d'ailleurs par rapport aux actuels réseaux bas débit. Aujourd'hui, le réseau bas débit, il a un seul opérateur, c'est l'État, et il a une seule bande fréquentielle, c'est le 400 MHz. Demain, avec le RRF, on va avoir 2 opérateurs de référence, donc 2 infrastructures à la disposition des acteurs du secours, et la 4G, c'est 4 bandes de fréquence. Quand vous êtes en 4G+, vous avez parfois vu 4G+, sur vos téléphones, ça veut dire que l'opérateur utilise 2 bandes de fréquence en même temps pour transporter vos communications. Donc, on a cette très forte résilience et cette amélioration très significative de la redondance, de la recouverture et de l'offre de couverture mobile. D'ailleurs, un point important que je veux partager avec vous,
c'est qu'en France, le niveau de la couverture 4G s'améliore très significativement année après année depuis 2018. Pourquoi? Parce qu'en 2018, le gouvernement a passé un accord avec les opérateurs de réseaux mobiles nationaux qui s'appelle le New Deal mobile. Ce New Deal mobile, il a un objectif, c'est de résorber totalement les zones blanches entre 2018 et 2025. Et donc, mois après mois, eh bien, de nouveaux pylônes 4G sont déployés sur l'ensemble du territoire national pour résorber ces zones blanches. L'objectif qui a été fixé aux opérateurs de réseau, c'est d'atteindre à l'horizon 2023 une couverture de 100% de la population et de 98% du territoire physique national. Donc le RRF va aussi s'appuyer et bénéficier de ça, c'est-à-dire vraiment une élévation de la qualité de la couverture 4G du territoire. La capacité de recouverture, j'en ai déjà un peu parlé, elle est complétée par des moyens mobiles. Donc j'ai parlé des véhicules de réponse rapide, des stations de base déployables, qui va venir compléter la couverture permanente des opérateurs de réseau mobile. Et puis quand on descend encore d'une couche et quand on arrive au niveau des services opérationnels, de vous-même dans vos missions quotidiennes, et bien là on va avoir des éléments encore supplémentaires de résilience, avec notamment un premier élément très fort qui est le relais véhiculaire, c'est-à-dire en fait un équipement radio dédié à vos véhicules d'intervention. Cet équipement radio, en fait, il va permettre, je dirais, d'étendre la perception de la couverture de l'opérateur par de la puissance électrique, ce qu'on appelle des dispositifs dits HPU, en anglais, High Power Unit Emitter. C'est vraiment quelque chose qui permet d'étendre en quelque sorte, comme un élastique, la couverture du taux radio au-delà de ce qu'un terminal mobile seul pourrait voir. Et ce relais véhiculaire, il va en plus avoir la capacité de propager autour du véhicule un réseau de 4G privé en utilisant une bande fréquentielle qu'on appelle le 700 MHz PPDR, dont le ministère de l'Intérieur est exploitant à titre exclusif et qui pourrait être partagé entre tous les acteurs abonnés au RRF. Et donc, du coup, au travers de ce relais véhiculaire, vous allez étendre en quelque sorte la couverture des opérateurs de réseau mobile et projeter autour du véhicule, dans un rayon de 500 mètres à 1 km, un réseau de 4G privé. Donc, améliorer significativement au niveau tactique la couverture 4G dont vous disposerez. On aura en plus, et là je vais tout à droite du schéma, des poires déportées, c'est-à-dire des accessoires qui permettront des communications en mode direct, c'est-à-dire sans passer par le réseau de l'opérateur. C'est-à-dire deux personnes qui sont dotées de cet équipement pourront dialoguer entre elles, y compris en cas de perte de la couverture radio. Par exemple, on va dans une grotte et là la grotte fait obstacle à la propagation de la couverture 4G. Eh bien, vous pourrez en mode direct communiquer les uns avec les autres. On aura également des dispositifs de passerelle vers les autres mondes radio, notamment vers le monde bas débit, que ce soit pour dialoguer avec les moyens aériens ou pour dialoguer avec les réseaux dits montagne, il y a une capacité de passerellage. Donc très concrètement, on pourra prendre un terminal RRF et au travers de la conférence Mission Critical, eh bien, sélectionner un salon de discussion pour dialoguer avec ces mondes-là et pouvoir parler depuis son téléphone 4G à quelqu'un qui utilise un terminal bas débit. Et naturellement, les terminaux sont durcis, je l'ai déjà dit, pour tenir compte, je dirais, du caractère parfois rigoureux des missions qui sont les nôtres. Alors, si on continue un peu plus loin dans la présentation, j'en viens ici à présenter finalement l'économie générale du marché que nous avons lancé à la fin de l'année dernière pour construire le RRF. Donc là, ce que je veux partager avec vous, c'est finalement l'économie du cadre contractuel que le ministère de l'Intérieur va mettre en place pour produire les services que je viens de présenter. Ce marché de réalisation du réseau radio du futur va être articulé autour de 3 lots. Un premier lot de couverture réseau 4G, 5G priorisé que nous allons passer avec les opérateurs de réseau mobile pour bénéficier finalement de leur couverture 4G et 5G sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi pour bénéficier
des dispositifs de couverture additionnelle dont j'ai déjà parlé, mais aussi d'une capacité de venir déployer des réseaux indoor dans les sites dont on peut avoir besoin. Parfois, on fait aujourd'hui des bâtiments à enveloppe thermique tellement bien réalisés qui ne laissent pas passer finalement les rayonnements électromagnétiques qui propagent la 4G. Et donc, on aura la possibilité au travers de ce marché-là de proposer l'équipement en indoor et bien d'une couverture 4G si vous en avez besoin dans vos bâtiments opérationnels. Le deuxième lot du marché, c'est le cœur du réacteur, c'est l'ensemble des services opérationnels. C'est là où on va acheter le cœur de réseau, le serveur d'application pour les communications de mission critique, les éléments du centre de supervision, du NOC, l'ensemble des terminaux et leurs accessoires, les relais véhiculaires, les cartes SIM, la capacité de fabriquer des cartes SIM, de produire des cartes SIM. C'est là que l'on va acheter aussi les passerelles, les services d'accès IP. C'est vraiment le lot extrêmement opérationnel. Et puis le troisième lot, donc le service d'information, le système d'information et de gestion, lui, il va venir organiser la relation entre les entités utilisatrices du RRF et l'organe qui va demain exploiter le RRF, qui sera un établissement public administratif, je vais y venir dans une seconde, l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, qui va être chargée de délivrer le service à l'ensemble de ses bénéficiaires. Et donc, ce troisième lot, il va permettre notamment de produire tout ce qui va organiser la relation entre ces entités et l'opérateur chargé de délivrer le RRF. C'est notamment là où on va trouver les outils qui vont permettre de passer des commandes, de passer des abonnements, de dire, voilà, moi, dans mon service, j'ai besoin de commander 400 tablettes, tel abonnement sur telle offre de service, de commander tel ou tel type d'accessoire. Il y aura un portail Internet, vous passerez vos commandes et ça sera automatiquement provisionné dans le cœur de réseau, dans les différents éléments et organes du RRF, dans le serveur d'application MCX, pour vous permettre d'être immédiatement opérationnel dès lors que vous recevrez vos terminaux. Donc, on est dans une approche extrêmement plug and play, extrêmement industrialisée dans la mise en œuvre du service. Et c'est aussi l'ensemble des applications qui seront mises à votre disposition pour vous-même administrer vos groupes de communication, vos abonnés, gérer vos flottes de terminaux. C'est aussi là qu'on va trouver le support utilisateur, dès lors qu'il faudra remplacer un matériel ou qu'il y aura à faire jouer des garanties. C'est au travers de ces outils-là que vous passerez pour, avoir un service aussi réactif que possible. Alors, ce marché il a été lancé, c'est le dernier point de cette diapo, à la fin de l'année 2020, le 30 novembre 2020, et on vise à notifier le marché, donc à sélectionner les titulaires à la fin de l'année 2021, pour ensuite construire l'ensemble des services du RRF tout au long de l'année 2022 et ouvrir un premier niveau de service en 2023. Si on continue dans la présentation, donc là j'ai un petit focus sur cet établissement public qui est en cours de création, qu'on appelle l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, qui va être l'organisme en charge de délivrer les services de communication critique du RRF. Donc, très clairement, demain, si vous voulez utiliser le RRF, il faudra souscrire des abonnements auprès de cet opérateur. En fait, du point de vue de l'économie des télécoms, c'est ce qu'on appelle un opérateur de réseau mobile virtuel, full MVNO. Et cet opérateur de réseau mobile, c'est lui qui sera en charge de garantir la qualité de service auprès de l'ensemble des acteurs du secours dès lors que le RRF sera en production. C'est lui qui, au quotidien, pilotera les contrats et veillera à la continuité, la très haute disponibilité de l'ensemble de ces communications opérationnelles. On continue. Alors ce que j'ai dit, juste on peut revenir un instant en arrière. Ce qui est très important dans l'ACMO, c'est que j'ai oublié de vous dire, c'est que, comme tout établissement public, il y a un conseil d'administration et que dans ce conseil d'administration, on aura des représentants des forces de secours au conseil de gouvernance. C'est-à-dire que
très clairement, et c'est notre philosophie depuis la construction du projet, les utilisateurs sont au centre de la démarche. On ne fait pas le RRF pour je ne sais pas qui, on le fait uniquement pour les acteurs de terrain et on le fait avec eux et pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont, on va le voir dans quelques instants, ils ont été associés très en amont à l'expression de besoin. Il y a eu des expérimentations de terrain pour qualifier l'ensemble des spécifications techniques. On va voir que demain, dans la réalisation, dans la phase de réalisation en 2022, puis dans la phase de déploiement, ils resteront tout à fait au centre de la démarche. Au niveau de la gouvernance, c'est la même chose. Le modèle de l'EPA permet d'accueillir au sein du conseil d'administration des représentants des acteurs du secours. Alors, sur la trajectoire de déploiement, vous l'avez compris, donc on vise à être opérationnel à partir du premier semestre 2023 et d'avoir un déploiement progressif du RRF sur plusieurs années, en 2023, 2024 et 2025, sachant que le but final pour nous, c'est de venir remplacer les réseaux opérationnels bas débit, donc l'INPT, Antares que vous connaissez, et lui substituer le très haut débit mobile au travers de l'offre de service du RRF. Alors, dans cette feuille de route, on a des jalons opérationnels qui nous sont demandés par le gouvernement, c'est d'être au rendez-vous des grands événements sportifs à venir dont la France sera l'organisateur. C'est la Coupe du monde de rugby en 2023 et c'est les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Et donc, très clairement, nous faisons des territoires hôtes de ces événements, des territoires prioritaires dans la feuille de route de déploiement, mais ça ne sera pas les seuls. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir d'autres territoires qui souhaitent s'engager dans cette démarche, de façon à avoir une progressivité dans la migration du bas débit vers le haut débit. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va plutôt essayer d'organiser ce déploiement par maille départementale, parce que finalement, c'est la maille opérationnelle en France. Aujourd'hui, ce sont les préfets de département qui sont responsables des opérations de secours ou de sécurité à l'échelle du département, et on a l'ensemble des services qui sont organisés dans cette maille départementale, que ce soit les SDIS, que ce soit les SAMU, les SMUR, la police ou la gendarmerie, et qui forment autour du préfet de département un cœur de services cohérents qui se retrouvent d'ailleurs la plupart du temps dans les centres opérationnels départementaux pour les opérations de gestion de crise et auxquels sont également associés les associations agréées de protection civile, les acteurs du secours, dès lors qu'on est sur des événements d'ampleur. Et donc, du coup, on va essayer des bascules départementales pour avoir technologiquement une technologie à l'autre de façon cohérente et pas avoir des asymétries technologiques au sein d'un même département avec des services qui resteraient bloqués dans le bas débit et des autres services qui monteraient dans le haut débit. Donc, on va essayer le plus possible de favoriser ces migrations cohérentes des services d'un même département tous ensemble. Et pour cela, on va s'appuyer sur les préfets de département qui vont être les fédérateurs de cette démarche de conduite du changement au plus près du terrain. Si je continue, je reviens sur cette dimension de co-construction qui nous anime depuis le départ du RRF et qui s'est exprimée d'abord par des ateliers d'expression de besoins qu'on a menés depuis l'année 2019 et au cours de l'année 2020 avec les acteurs du secours départementaux que sont les SDIS, les SAMU, mais aussi d'autres acteurs pour, je dirais, être à leur écoute, comprendre en se projetant dans la nouvelle technologie qui est quand même assez différente dans son approche, l'ensemble de leurs attentes dès lors qu'ils auraient à utiliser ce type de service à la place des moyens radio bas débit. Et donc, on a investigué un certain nombre de chantiers, et donc ça a été toute une série d'ateliers qui ont impliqué plus de Transdis et SAMU, qui nous ont permis d'inclure des spécifications techniques en phase avec les attentes des opérationnels du terrain dans nos documents de marché. On a complété ces réunions sous forme d'ateliers de travail d'expérimentation de terrain. Comment ? Parce qu'au ministère de l'Intérieur, on a la chance d'avoir lancé un premier marché
fondé sur cette technologie des communications critiques sur 4G LTE, qui s'appelle le marché PC Storm, et qui est un marché à destination des unités d'intervention de la police et de la gendarmerie nationale, notamment les unités spécialisées comme le RAID, le GIGN ou la BRI. Et donc, nous avons un premier niveau de service au travers de PC Storm, de ce que le RRF aura à industrialiser, à généraliser demain. Donc, ces terminaux, on les a utilisés, on les a mis dans les mains d'acteurs du secours pour qu'en quelque sorte, ils nous donnent leur retour d'expérience dessus, leur appréciation de ce qui était intéressant, de ce qu'il fallait compléter. Et donc, on a mené toute une série d'expérimentations en différents cadres missionnels qui correspondent donc à tout le spectre des missions qui sont celles des acteurs du secours, pour avoir ce retour de terrain et pouvoir, en complément des ateliers, avoir aussi une vision d'usage et pouvoir la documenter dans nos documents de marché. Et puis, s'agissant des SDIS, depuis le début de l'année 2021, même la fin de l'année 2020, à l'initiative de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, il y a 9 groupes de travail qui travaillent en permanence, avec lesquels nous sommes en interaction chaque semaine. D'ailleurs, juste après cette présentation, je vais rejoindre un groupe de travail avec des SDIS pour en parler avec eux, de façon, là aussi, à préparer maintenant les déploiements et répondre à l'ensemble des questions pour que les acteurs du secours, que sont les SDIS, aient une bonne compréhension de la façon dont on va organiser les déploiements, de la façon dont, au plan financier, au plan opérationnel, au plan de la conduite du changement, le RRF va se déployer. Alors, ce qu'on fait pour les SDIS, on va aussi le faire avec la DGOS, la Direction générale de l'offre de soins, pour les acteurs blancs, pour les collègues des SAMU et des SMUR, avec toute une série, là aussi, d'ateliers qui auront lieu dans les semaines et les mois qui viennent. Alors ici, pour finir la présentation, on a essayé d'illustrer de façon plus concrète les apports du RRF à partir de quelques cas d'usage. On a tous peut-être la tempête Alex qui a frappé le département des Alpes-Maritimes il y a quelques mois, en créant des dégâts très importants dans plusieurs vallées de ce département. Et Alex a illustré l'impact que des événements naturels pouvaient avoir sur les réseaux de communication. Et du coup, on a fait avec le préfet des Alpes-Maritimes, avec l'ensemble des services de ce département, public comme privé, un retour d'expérience pour regarder, évaluer si l'ensemble des dispositifs qu'on a pensés dans le cadre du réseau radio du futur auraient permis de changer la donne face à ce type d'événement climatique. Et il se dégage de ce retour d'expérience 3 grands points que je veux maintenant partager avec vous. Le premier, c'est que ce qui a manqué dans le cadre d'Alex, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui finalement de capacité de surveillance de la disponibilité des relais 4G des opérateurs commerciaux. Et qu'on n'a pas par ailleurs de clause contractuelle pour avoir des temps garantis d'intervention ou des temps garantis de rétablissement de service. Là, très clairement, le RRF a apporté une plus-value. Au travers de son NOC, Network Operation Center, on va avoir des informations sur la disponibilité en temps réel du réseau 4G partout en métropole. Et donc avoir une vision instantanée de l'état de la couverture et des informations sur des pertes de couverture qui peuvent survenir, soit au travers d'événements climatiques comme Alex, soit sur des problèmes de maintenance programmée, soit sur des pannes, parce que ça arrive aussi, de façon à pouvoir partager immédiatement l'information avec les services opérationnels au plus près du terrain, mais aussi déclencher des tickets d'intervention auprès des opérateurs avec lesquels on aura contractualisé. Et au sein du marché RRF, on a prévu des temps d'intervention et des temps de rétablissement du service garantis par les opérateurs. On aura des dispositions contractuelles qui permettront d'obtenir de la part des opérateurs une mobilisation pleine et entière pour tenir ces échéances contractuelles. À côté de ça, le RRF, il apporte aussi l'itinérance nationale, donc la capacité à shifter sur les réseaux d'un autre opérateur mobile le jour où il y en a un qui est défaillant, et un basculement de réseau actif en cas de défaillance sur l'un des réseaux pour mettre en œuvre cette itinérance nationale. Donc on voit que sur ce premier volet,
le RRF aurait apporté une plus-value par rapport à la situation qu'on a connue. La deuxième grande plus-value, il faut revenir sur la slide présente, merci, c'est la mise à disposition de dispositifs temporaires et additionnels de couverture. C'est-à-dire que la tempête Alex, elle a causé une destruction de routes. Ces routes, en fait, sous ces routes, il y a des fibres, le backbone de certains opérateurs qui passaient, il a été parfois détruit. Donc, c'est des sites radio qui, pendant un certain temps, ne sont plus reliés au reste des équipements réseau de l'opérateur et donc ne peuvent plus être utilisés. Et donc, là, ponctuellement, il faut pouvoir apporter une couverture additionnelle. Et très clairement, les stations de base déployables et les véhicules de réponse rapide du RRF, donc j'ai représenté dessous là 2 images, eh bien, apporteront une réponse et pour l'instant, nous n'en disposions pas dans le cadre de la tempête Alex. Par ailleurs, ces dispositifs, ils pourront être mis sur des véhicules, mais ils seront aussi aérotransportables. On pourra les palettiser, les mettre sous élingue d'un hélicoptère et aller les déposer dans des sites ou dans des zones difficilement accessibles par véhicule. Et j'ai parlé aussi des relais intégrés aux véhicules opérationnels des acteurs du secours qui pourront aussi propager en limite de couverture une couverture additionnelle pour pouvoir, dans des zones qui tout d'un coup donc, ont été sinistrées, essayer d'avoir un peu la longe en termes de couverture réseau. Et puis la dernière dimension très importante dans un abonnement comme Alex, et une plus-value du RRF, c'est l'interopérabilité riche des communications qui permet d'avoir ce partage de conscience situationnelle entre les acteurs du secours au plus près des populations sur le terrain, mais aussi avec les chaînes de commandement, que ce soit au niveau de l'autorité préfectorale, voire des autorités de police, des maires, qui sont sur ce genre d'événements les premiers à être mobilisés pour gérer les crises. Donc voilà, on voit que le RRF aurait une plus-value dans ce type d'événements paroxystiques. Au-delà finalement de ces événements catastrophiques, dans les missions du quotidien, le RRF va faire basculer les services de secours vraiment dans l'ère numérique. Alors, bien sûr, les services de secours n'ont pas attendu le RRF, fort heureusement, pour s'y projeter, mais nous allons contribuer à cette dynamique en créant ce continuum de sécurité et de secours avec des appareils connectés. Et le RRF, donc je vous l'ai dit, va démarrer sur 4G, mais dès lors que la 5G sera disponible, nous bénéficierons de la 5G. Et donc, c'est vraiment la capacité de faire du massive IoT au profit de l'écosystème du secours qui va s'ouvrir au travers du RRF. C'est des communications supradépartementales décloisonnées. Pour ceux qui sont usagers d'Antares, ils savent les difficultés de cette architecture de réseau départemental qui fait que dès lors qu'on change de département, on est embêté. Très clairement, tout ça, c'est terminé avec le RRF. C'est des usages applicatifs et multimédia avec donc la capacité sur le terminal RRF de mettre ses applications métiers, mais aussi de pouvoir partager des données provenant du terminal RRF au travers de ces applicatifs et de les réexporter. Et c'est une meilleure supervision, c'est-à-dire c'est un meilleur monitoring des opérations en cours, des interactions plus fortes entre les acteurs sur le terrain et entre les acteurs et leurs salles de commandement. Voilà. Donc là, il y a une vraie plus-value. Et d'ailleurs, de nouveaux usages qui vont être à penser en termes de doctrine d'emploi, des opérations fortes de conduite du changement à mener pour se projeter et tirer le plein potentiel d'usage de ces nouveaux outils. Ici, donc, on a essayé de représenter l'apport du RRF dans une opération théorique de secours. Donc là, on représente un feu de forêt et en fait, on voit que dans un feu de forêt, on a besoin d'une représentation un peu vue de dessus, de compréhension de quelles sont les zones touchées, dans quel sens souffle le vent, quel va être l'impact de la simulation météorologique sur l'évolution du feu, où sont mes unités tactiques chargées de gérer le feu, où sont les populations à protéger, quels sont les différents acteurs présents sur le terrain à coordonner. Tout ça, avec le RRF, on a l'outil qui fait ce lien, qui permet d'avoir une intelligence de la situation tactique avec un outil cartocentré, la possibilité de représenter des points d'intérêt, de dessiner sur les cartes et de pouvoir partager ces informations entre l'ensemble des acteurs du secours
engagés dans l'opération, la possibilité de géolocaliser en permanence de façon extrêmement fine l'ensemble des acteurs dès lors qu'ils sont en danger pour pouvoir aussi savoir exactement où ils sont pour leur porter secours. C'est tout ça que le RRF va apporter. Voilà. Et puis un dernier petit mot peut-être pour remercier notamment les services d'incendie et de secours qui se sont vraiment très fortement investis depuis des mois dans les ateliers de travail, mais aussi dans les expérimentations de terrain. En fait, leur participation pleine et entière à ces expérimentations nous a permis d'avoir un feedback énorme et nous a permis d'ajuster la trajectoire du RRF. On a mis ici quelques images qui vous permettent de voir à la fois donc la diversité d'implications, mais aussi un peu la méthode qu'on a suivie avec une préparation des expérimentations, formation, configuration des terminaux, présentation des accessoires, appairage des accessoires, prise en main des terminaux. Une deuxième étape où on avait des manœuvres différentes dans tous les milieux, les différentes missions, le secours à personne, le feu, les missions aquatiques, etc. Et donc, on a fait des tests en conditions réelles, des tests de résistance des terminaux, et puis, bien sûr, après, du retour d'expérience partagée, à chaud et à froid, pour tirer tout le bénéfice de cette expérimentation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais partager avec vous. Alors, malheureusement, on n'est pas en interaction directe, j'enregistre ce webinaire, mais ce que je voulais vous dire, c'est que tant par le relais des organisateurs de Secours Expo qu'avec mon équipe, on est à votre pleine et entière disposition. C'est pour ça qu'on vous laisse toutes nos coordonnées sur cette dernière diapo avec mon adresse mail, mais j'ai aussi au sein de l'équipe Louis Bardon. Louis Bardon, en fait, il est chargé, il est ingénieur dit avant-vente, c'est-à-dire qu'il est vraiment en charge de l'écoute de l'ensemble des métiers. Et donc, pour les acteurs du secours, il est à votre écoute pour préparer la prise en compte de vos besoins d'équipement, de vos besoins de services, et vous accompagner dans la définition d'une offre qui soit adaptée à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Il est là pour ça. On a également une adresse générique, une adresse fonctionnelle qui peut être utilisée pour vous adresser des questions. Et puis, on a donc un fil Twitter officiel. Je vous invite à suivre, sur lequel on publie régulièrement des informations sur le programme, et puis une plaquette de présentation du programme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair. Si ça n'a pas été le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous poser des questions avec l'ensemble de l'équipe. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt.